Dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Richard Wagner, nous vous proposons à la Fondation Bodmer une exposition intitulée Wagner, l'opéra hors de soi, avec comme sous-titre l'art et la pensée. Alors comment rendre compte de l'œuvre ou de la pensée d'un compositeur à travers une exposition dans laquelle des objets, dans des vitrines, sont fatalement muets? Comment les rendre parlants, comment les rendre chantants même? C'est une question que j'ai pu dans un premier temps me poser, mais je dirais que cette question se pose peut-être moins pour Wagner que pour quelque autre compositeur que ce soit, et peut-être pour y entrer, on peut prendre acte de ce substantif wagnérisme. Qu'est-ce que c'est que le wagnérisme? C'est quelque chose d'assez particulier qui n'a pas finalement son équivalent pour d'autres compositeurs. On ne parle pas de mozartisme, de beethovenisme, de verdisme. Ça n'implique en rien que Wagner serait d'une certaine façon supérieur évidemment à ses autres compositeurs, mais il y a quelque chose de plus et de différent chez lui qui tient à ce que on ne devient pas wagnérien, on ne parle pas de wagnérisme simplement sur un terrain musical. Ce n'est pas le fait d'apprécier les œuvres de Wagner qui fait qu'on est wagnérien. Il y a un phénomène social qui s'est développé déjà dans les années 1860 du 19e siècle, c'est-à-dire du vivant de Wagner, qui engageait non seulement une œuvre d'art qui était en cours d'élaboration, mais qui engageait aussi une vision de l'art et une vision du monde. Et le wagnérisme, c'est un fait social qui dépasse largement les frontières de la musique. Alors ce wagnérisme, c'est peut-être l'angle d'entrée à partir duquel nous pouvons réfléchir à l'articulation entre ces deux aspects qui figurent dans le sous-titre de l'exposition, l'art et la pensée. Le wagnérisme est un composé d'art et de pensée. Alors, il ne s'agit pas dans cette exposition de parler du wagnérisme ni de la réception de Wagner, mais il s'agit plutôt d'essayer de comprendre dans quel cadre cette pensée s'est développée et quel lien cette pensée a eu avec l'art qu'elle sous-tend et dont elle sert en quelque sorte de support. Il me semble que l'intérêt principal de la pensée de Wagner n'est pas la pensée elle-même, n'est pas d'ordre théorique, mais essentiellement la nourriture qu'elle apporte à l'œuvre. C'est d'une certaine façon la pensée à l'œuvre qui m'intéresse dans cette exposition. Alors, pour entrer dans cette question de la pensée, j'ai commencé d'abord par me demander s'il fallait se concentrer sur un aspect particulier, et puis l'idée m'est venue qu'un panorama général était peut-être la meilleure façon d'appréhender le problème. L'idée étant que chacun des documents exposés dans les vitrines fonctionne d'une certaine façon comme une petite pierre qui a son intérêt et sa beauté en tant qu'elle-même, mais qui, comme dans une mosaïque, lorsqu'on prend un petit peu de recul, contribue à dessiner, si vous voulez, quelque chose qui apparaît comme le portrait intellectuel de cet individu Wagner. Alors évidemment, c'est un individu qui nous intéresse surtout en tant qu'artiste créateur, mais encore une fois, sa position d'artiste l'a porté à dépasser largement les frontières de ce qu'on rattache généralement à l'art. Il suffit pour s'en convaincre de suivre la liste des publications de Wagner, avec des titres comme L'art et la révolution, comme Art allemand et politique allemande, comme Religion et art, et même comme Art et climat. Vous voyez que chaque fois l'art entre en discussion avec autre chose, que ce soit la révolution, la politique, la religion, vaste sujet s'il en est, et puis des sujets beaucoup plus ponctuels comme le climat. Wagner a aussi parlé de vivisection, de végétarisme, de toute une série de sujets qui a priori sont fort peu artistiques, mais qu'il a toujours abordé de son point de vue d'artiste, parce que pour lui, selon sa conception de l'art, l'artiste est celui qui va justement chercher ce qui est au cœur de l'humain. L'art est la voie d'accès privilégiée à ce qu'il appelle le rein menschlich, le purement humain, c'est un terme qu'on retrouve très souvent chez Wagner, et à ce titre, l'artiste a d'une certaine façon un droit de regard sur tout ce qui est de l'ordre de la pensée, tout ce qui est de l'ordre de l'élaboration des structures dans lesquelles les humains interagissent les uns avec les autres, c'est-à-dire le terrain de la politique, le terrain de la philosophie, le terrain de la religion, pour parler des enjeux les plus importants. Et Wagner, dans son siècle, fonctionne comme une sorte d'éponge. Il lit énormément, il a une bibliothèque colossale et il lit tous ses ouvrages véritablement. Et ces ouvrages servent à la fois de support à l'élaboration de son esthétique, à la réalisation de son œuvre, mais également lui servent de tremplin pour lui-même élaborer des théories. Sur les un peu plus de 7000 pages que comptent ses œuvres, ses écrits complets, plus de 5000 pages sont consacrées à ce qu'on peut appeler des écrits théoriques. C'est dire que la part quantitative de la théorisation chez Wagner est extrêmement importante. Et précisément, comme je viens de l'évoquer, il a touché aux sujets les plus divers. Et on peut dire que d'une certaine façon, toutes les grandes discussions philosophiques qui ont traversé son siècle, il y a pris part, il s'est positionné sur tous ces terrains, il est entré en discussion avec les penseurs les plus importants de son temps. Alors, dans cette exposition,
il ne s'agit pas de montrer que cette pensée a une cohérence en soi, qu'elle constitue un système, tout cela Wagner lui-même n'y pensait pas, mais il s'agit plutôt, à travers quelques focalisations sur des aspects importants de sa pensée, notamment les questions politiques, les questions de la religion, mais aussi les questions un peu plus gênantes, des théories de la germanité, du rapport à la France et du rapport à la judaïté également, qu'il ne s'agissait pas de laisser de côté dans cette exposition. Il s'agissait, à partir de tous ces éléments, comme je le disais, sous forme d'une sorte de mosaïque, de construire un portrait de quelqu'un qui s'est confronté à toutes ces questions, mais qui les a utilisées pour construire son œuvre. Et l'œuvre doit être au cœur de notre perspective dans cette exposition, parce qu'il me semble que le plus important, c'est de bien concevoir que cette pensée sert d'une certaine façon d'échafaudage à l'œuvre, que l'œuvre peut s'élaborer, peut prendre son ampleur grâce à cette armature de pensée, mais que la pensée peut ensuite se retirer d'une certaine façon, qu'elle habite l'œuvre de façon invisible, mais à mon avis structurante, et à mon sens la richesse des œuvres de Wagner, dont les différentes interprétations qu'elles suscitent toujours, les mises en scène les plus diverses peuvent reprendre toujours le même sujet sans trahir forcément l'œuvre elle-même, puisque tout cela finalement est en dépôt dans l'œuvre, sans que Wagner ait lui-même tranché pour donner une signification définitive à ses œuvres à partir de ses théories. Le meilleur exemple qu'on puisse en donner, et qui fait l'objet d'une triple vitrine murale dans l'exposition, c'est le Ring. Le Ring, l'anneau du Nibelung, l'œuvre d'une vie, si on veut bien. Wagner a passé près de 30 ans à composer cette œuvre. Il a lui-même passé par plusieurs étapes successives d'interprétation de sa propre œuvre. Il commence à la composer en 1848, à un moment où il est engagé dans l'action révolutionnaire. C'est le moment du printemps des peuples. Wagner est à Dresde, il fréquente Bakounine, le célèbre anarchiste russe qui est aussi présent à Dresde à ce moment-là. Et puis ensemble, avec quelques autres évidemment, ils pensent cette révolution. Ils pratiquent leur pensée sur les barricades, mais les barricades s'effondrent, la révolution échoue, Wagner est poursuivi, il doit s'enfuir, et cette pensée révolutionnaire, c'est un premier moment, si vous voulez, de l'élaboration du Ring, puisque c'est à ce moment qu'il commence à composer son œuvre. Les premières esquisses datent de 1848, et à ce moment-là, il interprète le mythe qu'il est en train d'envisager comme un analogue de la situation sociopolitique de son temps. Siegfried, le personnage principal, est une sorte de Bakounine qui va renverser l'ordre établi pour créer un monde nouveau sur la base de valeurs plus justes. Et puis, plusieurs années plus tard, en 1854, Wagner continue à travailler sur son œuvre et il lit Schopenhauer, autre philosophe important de son temps. Et là, la perspective optimiste, qui était encore influencée dans la période précédente par un autre philosophe important, Ludwig Feuerbach, cette dimension optimiste se trouve supplantée tout à coup par une vision complètement contraire de sa propre œuvre, qu'il interprète dans des termes totalement pessimistes, ceux de la philosophie schopenhauerienne, du renoncement, de l'aspiration au néant. Alors, toutes ces pensées-là, il ne s'agit pas de les appréhender pour elles-mêmes, mais il s'agit, à travers différentes vitrines où elles apparaissent dans leur contexte d'époque, de voir aussi comment, dans une œuvre comme le Ring, elle structure l'œuvre d'art elle-même, sans pour autant s'imposer comme une pensée qu'il faille comprendre pour pouvoir entrer dans le message qui est délivré par l'œuvre. L'idée est donc d'étudier cette pensée comme support de l'œuvre. La pensée à l'œuvre, c'est l'objectif principal de cette exposition. Le titre en est l'opéra hors de soi. Wagner écrivait dans une lettre à son ami Röckel en 1854 « Je ne suis véritablement bien que lorsque je suis hors de moi. C'est alors seulement que je suis pleinement en possession de moi-même. » On pourrait dire de façon parallèle que l'opéra a besoin peut-être de sortir de lui-même, de se retrouver hors de soi pour prendre pleinement possession de lui-même, c'est-à-dire de sortir des salles de concert, des salles de théâtre auxquelles il est généralement cantonné, pour aller se frotter à la poussière des barricades, pour aller entrer dans les temples et entrer en discussion avec la fonction qui est celle de la religion et que l'art va pouvoir d'une certaine façon reprendre à son compte, pour aller aussi entrer en discussion avec les grands philosophes de son temps, en quelque sorte pour entreprendre une visite de toute une série de chemins de traverse qui font que l'opéra, en fin de compte, sort de lui pour être pleinement lui-même. Et c'est cet opéra construit sur la base de toute la pensée de son temps qui est finalement l'aboutissement et la finalité de cette exposition.